En janvier 2026, à Adadougou, les sirènes résonnaient, marquant la fin d'une époque. Le peuple se rassemblait, les rues vibrantes de leur détermination. À des milliers de kilomètres, à Simonstown, les navires de la Chine et de la Russie fendillaient les vagues, illustrant un monde en pleine mutation. Ibrahim Traoré, observant ce synchronisme inattendu, savait que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas simplement une démonstration militaire, mais un message. La souveraineté ne se négocie plus. Ce moment marquait le début d'un changement radical dans l'ordre mondial, un changement porté par les peuples qui se lèvent ensemble. Ce moment n'était pas une simple parade navale, il incarnait une promesse de souveraineté et de liberté pour les nations longtemps dominées. Ibrahim Traoré, figure de proue de ce changement, savait que l'heure de la résistance avait sonné. Mais cette résistance n'était pas seulement militaire, elle était diplomatique, économique et culturelle. L'Atlantique, jadis frontière invisible, devenait désormais un pont reliant les nations du Sud, un lien stratégique essentiel pour un avenir libéré du joug de l'Occident. Ce n'était pas juste une question de puissance militaire ou de tonnage des navires. Le véritable enjeu résidait dans la capacité de ces nations à se réapproprier leur destin. Pour Traoré, la question était claire. Comment ces peuples, autrefois marginalisés, pouvaient-ils s'unir pour refuser l'hégémonie des grandes puissances ? Comment transformer leur lutte en une victoire collective ? Ce défi ne concernait pas seulement l'Afrique, mais le monde entier. La question du contrôle des routes maritimes devenait un terrain de lutte pour la souveraineté, un défi que les puissances du Sud étaient prêtes à relever. Le matin du 3 janvier 2026, un événement marqua le début d'un changement radical dans l'équilibre géopolitique mondial. À Simonstown, les manœuvres navales conjointes entre la Chine, la Russie, l'Iran et l'Afrique du Sud firent trembler les eaux de l'Atlantique. Ce n'était pas un simple exercice militaire, mais une démonstration de force symbolique. Le tonnage des navires présents surpassait celui des flottes de l'OTAN dans l'Atlantique Sud 5 ans plus tôt. Avec plus de 350 000 tonnes de navires engagés, ce n'était plus un simple défilé. C'était un signal clair envoyé au monde entier. Mais ce qui était encore plus frappant, c'était la synchronisation des actions. Ce n'était pas seulement un geste militaire, c'était une stratégie géopolitique. Les navires se déplacent en parfaite coordination, illustrant la solidité de cette nouvelle alliance. Ibrahim Traoré, de son observatoire, savait que ce moment marquait un tournant décisif. Ce ne serait pas une guerre classique, ce n'était pas une bataille pour des territoires, mais pour la maîtrise des océans et des routes commerciales. L'Atlantique, longtemps un symbole de domination coloniale, se transforme en un espace de liberté pour les nations du Sud. Le changement qui s'opérait n'était pas seulement militaire. Il avait des répercussions sur les échanges commerciaux, la diplomatie et la culture. La Chine, la Russie et l'Iran devenaient des partenaires stratégiques dans une vision partagée d'un monde multipolaire, libéré de la tutelle des grandes puissances occidentales. Les chiffres ne laissaient plus de place au doute. En seulement un an, la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques avait augmenté de 47%. Le monopole maritime du Nord était désormais un souvenir. Cette montée en puissance du Sud marquait la fin d'une époque et l'aube d'une nouvelle ère. Au cœur de cette transformation géopolitique, Ibrahim Traoré émerge comme le leader incontesté de cette nouvelle ère. Alors que les sirènes de guerre retentissent, il ne se contente pas de défendre son pays, le Burkina Faso. Il incarne un mouvement plus large, celui d'un continent entier qui refuse de rester dans l'ombre. En observant les manœuvres navales, Traoré voit bien plus qu'un déploiement militaire. Il voit la matérialisation d'un rêve de souveraineté. Pour lui, ce n'est pas une coïncidence que ces puissances se soient alliées. Cela signifie la fin d'un monde unipolaire, la naissance d'un système où les nations du Sud s'affirment avec force. Ce mouvement, porté par Traoré, n'est pas uniquement une rébellion contre un ordre établi. C'est un appel à une coopération globale, un nouveau pacte entre les nations du Sud. En prenant cette position, Traoré ne met pas seulement en lumière l'importance stratégique des routes maritimes. Il expose un principe fondamental. La souveraineté ne se limite pas à des frontières terrestres. Les océans, qui furent jadis un terrain de domination coloniale, doivent désormais devenir des espaces de liberté partagée. Cette vision est portée par une conviction profonde
que l'avenir du continent africain ne réside pas dans la soumission aux anciennes puissances, mais dans sa capacité à s'unir et à prendre en main son destin économique et politique. Le premier impact de cette nouvelle ère se fait sentir dans le Sahel, où les populations commencent à percevoir les fruits de la souveraineté retrouvée. Traoré n'est plus seulement un leader politique, il devient un symbole de résistance, de dignité et de liberté. Son discours résonne non seulement à Ouagadougou, mais au-delà, dans toute l'Afrique qui aspire à une nouvelle ère de coopération et d'autodétermination. Le 3 janvier 2026, un événement majeur se produisit en Afrique, dans le port sud-africain de Simonstown. Ce n'était pas une simple parade navale, mais un signal stratégique envoyé au monde entier. Les navires chinois, russes et iraniens, soutenus par l'Afrique du Sud, formaient une alliance inattendue et puissante. L'ampleur de cette manœuvre dépassait tout ce que l'Occident avait imaginé possible. Plus de 350 000 tonnes de navires, soit près du double des flottes de l'OTAN déployées 5 ans plus tôt, traversaient les eaux de l'Atlantique Sud. Ce déploiement massif n'était pas qu'une question de chiffres, il représentait une refonte complète de l'ordre mondial. Les exercices conjoints ne se limitaient pas à des démonstrations de force. Chaque manœuvre, chaque mouvement de navire avait une signification profonde. C'était un message qui disait que les nations du Sud, unies par un objectif commun, avaient désormais le pouvoir de défier l'hégémonie occidentale. Ce n'était plus simplement une bataille pour des territoires, c'était une lutte pour la souveraineté et la liberté de commercer sans dépendre des anciens maîtres du monde. Ibrahim Traoré, observant les événements à Simonstown, savait que ce moment marquait un tournant décisif pour le continent africain. Ce n'était pas un simple exercice militaire, mais la naissance d'une nouvelle ère géopolitique. Pour lui, l'Atlantique n'était plus une frontière invisible imposée par les puissances coloniales. Il devenait un symbole de l'autodétermination du Sud. Les navires de la Crimée, les navires de la Chine, de la Russie et de l'Iran ne se contentaient n'en est pas de protéger leurs intérêts commerciaux. Ils symbolisaient un projet commun, une vision d'un monde multipolaire où le Sud reprenait enfin le contrôle de ses ressources et de ses routes maritimes. L'importance de cet événement ne résidait pas seulement dans le tonnage des navires ou dans la coordination militaire. Ce qui était véritablement en jeu, c'était l'alignement des forces du Sud. En rassemblant des nations aussi diverses, Traoré démontrait qu'une coopération entre ces pays n'était pas seulement possible, mais absolument nécessaire pour garantir leur survie économique et politique. L'Occident, avec ses vieilles méthodes de domination, ne pouvait plus contrôler les routes maritimes comme il le faisait autrefois. Les manœuvres de Simonstown en étaient la preuve irréfutable, mais ces manœuvres n'étaient que le début. Les conséquences de ce mouvement allaient se propager bien au-delà de l'Atlantique Sud. Ce n'était plus une question de simple manœuvre navale. L'impact de cette action se ferait sentir dans les négociations économiques, dans les choix politiques des nations africaines et dans les relations diplomatiques avec le reste du monde. Ibrahim Traoré, qui avait toujours prôné l'idée d'une Afrique libre et unie, savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Ce qui se jouait à Simonstown était bien plus qu'une démonstration militaire. Il s'agissait d'un projet de réécriture des règles du commerce international, d'un projet où les nations du Sud seraient enfin en position de négocier à égalité avec les grandes puissances. Les jours suivants, des manifestations de soutien se multipliaient à travers l'Afrique. De Ouagadougou à Bamako, des milliers de personnes se rassemblaient pour exprimer leur soutien à Ibrahim Traoré et à son vision de la souveraineté. Dans le Sahel, les communautés prenaient conscience que ce n'était plus un simple rêve, mais une réalité en train de se concrétiser. Pour ces populations, ce n'était plus une question d'attente, mais de participation active dans la définition de leur futur. L'impact immédiat de ces manœuvres fut énorme. En quelques jours, des changements visibles se produisirent dans la manière dont les pays africains abordaient la diplomatie. Le message envoyé était clair. L'Afrique ne se contenterait plus de jouer un rôle secondaire dans l'ordre mondial. Elle prendrait sa place à la table des négociations et se battrait pour la reconnaissance de ses droits et de sa souveraineté. Les chiffres, souvent perçus comme froids et impitoyables, ont joué un rôle crucial dans la transformation géopolitique qui s'opérait en 2026. Lors des manœuvres navales de Simonstown,
Le tonnage combiné des flottes du BRICS+, incluant la Chine, la Russie, l'Iran et l'Afrique du Sud, a atteint un chiffre impressionnant, plus de 350 000 tonnes. Ce chiffre représente non seulement la force militaire de ces nations, mais aussi la solidité de leur engagement à défendre leurs intérêts communs. Ce tonnage, 2 fois plus important que celui des flottes de l'OTAN dans l'Atlantique Sud 5 ans auparavant, n'était pas un simple record. Il symbolisait une réévaluation stratégique de l'importance de la route maritime et du contrôle des océans. Cette démonstration de puissance navale a été accompagnée de chiffres tout aussi significatifs dans le domaine économique. Selon un rapport de l'Institut maritime africain, la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a augmenté de 47% en l'espace d'un an. Ce chiffre marque un tournant historique. Il indique clairement que les pays du Sud, autrefois considérés comme périphériques, sont désormais capables de redéfinir les lignes de commerce et de navigation mondiale. Le monopole maritime des puissances occidentales, dominant la mer depuis des siècles, est en train de s'effondrer. Mais les données ne s'arrêtent pas là. Un autre indicateur important de ce changement se trouve dans l'augmentation de la part des transactions économiques sud-sud en devises locales. Depuis le lancement des initiatives maritimes du BRICS, cette part a bondi de 28% en seulement quelques mois. Ce chiffre traduit un déclin du rôle dominant du dollar américain et des sanctions économiques décidées à Washington. Les nations africaines, asiatiques et latino-américaines commencent à échanger entre elles sans passer par les mécanismes financiers dominés par l'Occident. Ce phénomène annonce une nouvelle ère dans laquelle les pays du Sud prennent en main leur destinée économique, loin des restrictions imposées par les anciennes puissances coloniales. En outre, l'impact sur la diplomatie est tout aussi mesurable. Le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, a réussi à négocier des accords bilatéraux avec plusieurs pays asiatiques et africains, contournant ainsi les sanctions occidentales. Ces accords ont permis à des économies du Sahel de se libérer des chaînes imposées par les puissances économiques traditionnelles. Ces accords ont permis à des sociétés minières locales de renégocier leurs concessions, obtenant pour la première fois des parts beaucoup plus importantes des revenus d'exploitation, parfois jusqu'à 40%, contre seulement 10% auparavant. Le calcul stratégique d'Ibrahim Traoré ne se limitait pas à des considérations économiques immédiates, il avait une vision à long terme. En défendant une Afrique indépendante, il savait que la souveraineté ne se mesurait pas seulement en termes de ressources naturelles ou de tonnage militaire, elle se mesurait aussi à la capacité de ces nations à résister aux pressions extérieures, à choisir leurs partenaires sans se laisser dicter leur politique par des puissances extérieures. Chaque action entreprise, chaque partenariat signé était un pas de plus vers l'autodétermination. Les chiffres montrent également une autre tendance inquiétante. Les anciennes puissances coloniales, inquiètes de cette nouvelle dynamique, tentent de freiner la montée en puissance des pays du Sud, mais ces efforts semblent de plus en plus inefficaces. En 2026, la réalité est claire. Les nations du Sud se sont unies et ont pris la mer pour revendiquer leur place dans l'ordre mondial. Et les chiffres, loin d'être un simple détail technique, sont devenus les témoins d'un basculement historique. La montée en puissance des nations du Sud dans les affaires géopolitiques mondiales n'a pas été sans critique, en particulier de la part des puissances occidentales. Selon certains analystes, l'alliance BRICS+, et ses manœuvres maritimes sont perçues comme un défi direct à l'hégémonie des États-Unis et de l'OTAN. Ces critiques soulignent que la montée en puissance de ces pays pourrait ne pas être durable à long terme. Ils pointent du doigt le fait que ces nations manquent d'une infrastructure technologique comparable à celle des puissances militaires occidentales, et que leur coordination pourrait rapidement se fragmenter, notamment en raison de divergences économiques et politiques internes. Selon ces analystes, sans les technologies avancées des pays du Nord, la stratégie maritime des pays du Sud pourrait être vouée à l'échec. Cependant, cette analyse ne prend pas en compte l'évolution rapide des capacités militaires et technologiques des pays du Sud. La Chine, par exemple, est désormais le principal fournisseur des composants électroniques utilisés dans les drones des pays africains.
Ces drones, utilisés pour des missions de surveillance et de protection des ressources naturelles, témoignent de l'autosuffisance croissante des nations africaines. De plus, l'Inde participe déjà à la maintenance des systèmes de communication du réseau BRICS Maritime Link, permettant aux pays du Sud de se libérer progressivement de leur dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Les critiques, qui affirment que la coopération entre ces pays du Sud est fragile, ne prennent pas en compte la nature même de ce mouvement, un rejet des anciennes pratiques de domination. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré ne repose pas sur la parité militaire avec l'OTAN, mais sur un principe plus fondamental, la souveraineté économique et politique. En d'autres termes, Traoré n'aspire pas à égaler les capacités militaires occidentales, mais à libérer son continent de la dépendance économique et géopolitique. Ce n'est pas une confrontation militaire directe que Traoré cherche, mais une révolution silencieuse dans les relations internationales fondée sur la coopération sud-sud, la mutualisation des ressources et le respect des souverainetés locales. La véritable force de ce mouvement ne réside pas dans les capacités militaires directes, mais dans la cohésion régionale et la volonté de réécrire les règles du commerce et de la diplomatie internationale. En contournant les anciennes structures dominées par l'Occident et en multipliant les partenariats sud-sud, Ibrahim Traoré et ses alliés montrent que la vraie puissance réside désormais dans la capacité à faire front commun et à redéfinir les règles du jeu. À la moitié du chemin, une vérité évidente émerge. Le mouvement lancé par Ibrahim Traoré et ses alliés ne vise pas à rivaliser avec la supériorité technologique de l'OTAN, mais à renverser un ordre ancien. Le véritable enjeu n'est pas la quantité de navires ou la force brute, mais la capacité à influencer les règles économiques mondiales et à remettre en question un système de domination hérité du passé colonial. Ce changement radical ne réside pas dans une guerre militaire, mais dans une guerre de souveraineté. La mer, jadis symbole d'oppression pour les nations du Sud, est devenue un espace de revendication et de liberté. Ce n'est pas un accident si les manœuvres navales du BRICS Plus se déroulent dans l'Atlantique Sud, car cet océan était longtemps le théâtre d'une domination militaire et économique occidentale. Aujourd'hui, il devient un lieu de rencontre et de coopération entre les nations du Sud, où les flottes de la Chine, de la Russie et de l'Iran symbolisent une vision partagée d'un avenir multipolaire. Cette évolution marque un tournant historique. Les pays du Sud, autrefois dominés, commencent à réécrire les règles de la souveraineté et à reconstruire leur influence à l'échelle mondiale, non pas par la force brute, mais par l'unité, la diplomatie et la coopération économique. Les manœuvres navales de Simonstown ont eu des répercussions bien au-delà des océans. Ce moment, qui semblait être une simple démonstration de force, a entraîné une série d'événements qui redéfinissent la dynamique mondiale. Les puissances occidentales, qui ont dominé les routes commerciales et maritimes depuis des siècles, se retrouvent confrontées à un changement qu'elles n'avaient pas anticipé. Dans les mois qui ont suivi les exercices militaires, les économies du Sud ont commencé à s'épanouir d'une manière nouvelle. En Afrique, le contrôle des routes maritimes a permis aux nations de redéfinir leurs échanges commerciaux. Les sanctions économiques imposées par l'Occident, qui avaient longtemps paralysé les économies africaines, ont commencé à perdre de leur efficacité. La Chine, la Russie et d'autres pays du Sud ont créé des partenariats stratégiques, permettant aux pays africains de contourner les blocages financiers et de diversifier leurs relations économiques. Les données économiques illustrent clairement cette transformation. Le rapport de l'Institut maritime africain indique que la part des transactions économiques en devises locales a augmenté de 28% en moins d'un an, un indicateur majeur de l'impact de l'initiative Sud-Sud. Les économies africaines ne sont plus soumises à l'influence de l'Occident. Elles établissent désormais leurs propres règles et développent des réseaux commerciaux indépendants. Cette transition a permis à des pays comme le Burkina Faso de négocier des accords plus avantageux pour leurs ressources naturelles et d'obtenir une plus grande part des revenus générés par l'exploitation de ces ressources. Le changement n'est pas limité à l'économique. Sur le plan politique, l'Afrique prend son destin en main. Le Burkina Faso
dirigé par Ibrahim Traoré, devient un leader dans la défense de la souveraineté africaine. Traoré, autrefois perçu comme un simple dirigeant national, s'impose désormais comme une figure de proue dans la lutte pour la décolonisation économique et géopolitique de l'Afrique. Son discours sur la souveraineté et l'indépendance résonne au-delà de ses frontières. De Bamako à Lusaka, les nations africaines prennent exemple sur son approche, cherchant à renforcer leurs liens et à construire une coopération sud-sud plus solide. Mais cette avancée s'accompagne aussi de défis. La transition vers une économie et une diplomatie indépendantes entraîne des tensions internes dans certains pays africains. Les anciennes puissances, bien que leur capacité de pression diminue, ne se laissent pas facilement écarter du jeu. Dans certaines régions, les investissements étrangers commencent à se réduire, les multinationales craignant des changements politiques ou des augmentations de taxes. Cependant, ces perturbations sont perçues comme des sacrifices nécessaires pour un avenir plus autonome. L'impact de ce changement est déjà tangible. Dans les rues de Ouagadougou, des slogans appelant à la souveraineté résonnent de plus en plus fort, portés par une population qui prend conscience de son pouvoir. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas seulement une victoire politique, mais un mouvement qui touche au cœur de la dignité humaine. Les Africains, autrefois soumis à des systèmes qui les opposaient à leur propre avenir, ont désormais une chance de tracer leur propre route. À mesure que l'année 2026 avance, 3 scénarios distincts se dessinent pour l'avenir géopolitique du Sud. Chaque trajectoire a des implications profondes pour la souveraineté africaine et les relations mondiales. D'abord, dans un scénario de base, la coopération Sud-Sud se consolide. Dans ce scénario, les manœuvres navales du BRICS+, se poursuivent sous un format élargi avec la participation de nouveaux États comme l'Angola et l'Indonésie. Le Burkina Faso, soutenu par ses partenaires africains et asiatiques, consolide sa position diplomatique. Traoré devient une figure centrale dans le discours sur la souveraineté en Afrique et la coopération entre les nations du Sud se renforce. Les corridors commerciaux sécurisés par la flotte conjointe du BRICS deviennent des axes incontournables pour les échanges économiques. Cette coopération est renforcée par des accords bilatéraux qui permettent de contourner les sanctions occidentales et de faciliter les transactions en devises locales. Le soutien croissant des nations du Sud permet à l'Afrique de s'affirmer comme un acteur stratégique sur la scène mondiale. Ensuite, dans un scénario optimiste, la dynamique multipolaire s'accélère. Dans cette vision plus ambitieuse, l'élan multipolaire se renforce rapidement. De nouveaux États rejoignent le bloc maritime du BRICS, notamment des pays d'Afrique centrale et d'Amérique latine. L'Union africaine, autrefois réticente, adopte un cadre juridique reconnaissant la souveraineté maritime partagée, marquant une avancée historique dans la coopération continentale. Ce scénario voit également une augmentation des investissements dans les infrastructures portuaires et maritimes, renforçant la capacité de l'Afrique à jouer un rôle clé dans les échanges mondiaux. Le système économique du Sud, soutenu par la montée en puissance des monnaies locales et des systèmes de paiement alternatifs, devient un modèle pour d'autres régions du monde. La stabilité croissante dans les pays du Sahel permet à l'Afrique de consolider sa position géopolitique, tout en poursuivant une politique de non-alignement qui lui permet de maintenir ses relations avec différentes puissances sans se soumettre à l'une ou l'autre. Enfin, dans un scénario pessimiste, les tensions s'aggravent et la confrontation refait surface. Dans un scénario plus sombre, les tensions entre le Sud et l'Occident se multiplient. Les anciennes puissances, inquiets de l'érosion de leur influence, intensifient les sanctions économiques et militaires. Les manœuvres navales du BRICS sont perçues comme une militarisation déguisée, ce qui déclenche des campagnes d'influence pour discréditer le mouvement. Des pressions diplomatiques sont exercées sur les pays africains pour qu'ils reviennent dans le giron occidental et des divisions internes pourraient émerger au sein du bloc Sud-Sud. La coopération maritime pourrait en pâtir, certains pays ressentant le poids des sanctions ou des représailles économiques. Cette dynamique pourrait conduire à un repli nationaliste dans certaines régions, mettant en péril l'unité du bloc Sud-Sud. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré et ses alliés devront faire face à de nouvelles vagues de pression, tant internes qu'externes.
Le modèle de coopération Sud-Sud, bien que solide, serait mis à l'épreuve par les tentatives de fragmentation des anciennes puissances et les défis économiques internes croissants. Les changements qui se produisent au niveau géopolitique ne sont pas abstraits. Ils touchent des vies, des familles et des communautés. Pour les peuples du Sahel, ces manœuvres navales et ces alliances stratégiques représentent bien plus que des chiffres ou des discours politiques. Elles incarnent une nouvelle vision de la souveraineté, une vision dans laquelle les nations africaines prennent le contrôle de leur propre destin. À Ouagadougou, des manifestations de soutien à Ibrahim Traoré ne sont pas simplement une expression de loyauté envers un leader politique. Elles sont le reflet d'un changement profond dans la manière dont les Africains perçoivent leur place dans le monde. Les slogans scandés dans les rues de la capitale ne sont pas seulement des chants de soutien, ils sont des appels à l'action. Souveraineté ou rien n'est pas un simple slogan politique. C'est la manifestation d'une volonté collective de refuser la domination extérieure et de s'affirmer en tant que force géopolitique. Ce mouvement n'est pas limité aux frontières du Burkina Faso, il résonne dans les rues de Bamako, de Dakar, de Lusaka et au-delà. Dans ces villes, la vision de Traoré est devenue un moteur de changement. Le peuple ne regarde plus vers l'Occident pour chercher un modèle, mais vers l'horizon pour en tracer un de ses propres mains. Les défis économiques et les tensions politiques ne font que renforcer la détermination collective. Ce changement n'est pas immédiat, mais il est tangible. Les jeunes en particulier sont les plus enthousiastes à l'idée de ce futur. À travers leurs yeux, on voit une Afrique qui se relève, qui refuse de se soumettre et qui cherche à s'affirmer sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré, loin de n'être qu'un homme politique, devient pour eux un symbole d'une Afrique qui ne demande plus la permission d'exister. Le chemin vers une Afrique pleinement souveraine et indépendante nécessite des actions concrètes et bien définies. Ibrahim Traoré, dans sa vision, propose une feuille de route pragmatique articulée autour de plusieurs axes clés qui permettront à l'Afrique de renforcer sa position géopolitique et économique. Le premier axe est celui de la sécurisation des routes maritimes. Les manœuvres navales du BRICS doivent se transformer en un mécanisme permanent de surveillance et de protection des corridors commerciaux. Ces opérations conjointes devront évoluer pour devenir un réseau multilatéral, garantissant non seulement la liberté de navigation, mais aussi la sécurité des échanges économiques essentiels pour l'Afrique. Cela implique la création d'une structure de gouvernance qui permette de coordonner les efforts de protection de ces routes vitales. Ensuite, il est impératif de développer une infrastructure maritime continentale. Cela inclut la construction de ports modernes et de centres logistiques afin de faciliter les échanges intra-africains et internationaux. L'Afrique doit devenir un centre d'échanges économiques dynamiques où les nations du Sud peuvent commercer entre elles sans dépendre des infrastructures dominées par les puissances occidentales. Ce projet s'accompagnera de la formation de personnel local qualifié pour gérer ces infrastructures, en mettant l'accent sur les métiers liés à la logistique maritime, la maintenance des navires et la gestion des ports. Le troisième axe consiste à formaliser la souveraineté des ressources naturelles. Un cadre législatif doit être mis en place pour garantir que les ressources extraites, qu'elles soient terrestres ou maritimes, demeurent majoritairement entre les mains des citoyens africains. Cela renforcera l'autosuffisance économique du continent et permettra d'éviter l'exploitation abusive par des multinationales. Enfin, un réseau de communication sud-sud devra être mis en place pour partager des données, des innovations et des alertes entre les pays du Sud, indépendamment des médias dominants. Cela favorisera une meilleure coopération scientifique et technologique tout en assurant une diffusion équitable de l'information. À l'horizon, une transformation est en cours, silencieuse mais inéluctable. Ibrahim Traoré, ce jeune capitaine du Sahel devenu symbole d'une Afrique qui se relève, regarde les vagues de l'Atlantique d'un œil calme mais déterminé. Ce qu'il a semé dans le désert du Sahel, cette conviction profonde que la souveraineté est plus qu'une simple idée, mais une réalité à construire commence à prendre forme sur les côtes africaines. Il n'est plus seulement un leader national, il est l'incarnation d'un mouvement continental.
les visages des pêcheurs du golfe de Guinée, qui désormais voient les navires étrangers non pour les surveiller, mais pour les protéger, racontent l'histoire de cette révolution tranquille. Ce sont les visages des ouvriers portuaires de Walvis Bay, qui sous un soleil nouveau, hissent les conteneurs des flottes du BRICS. Ce sont les regards de jeunes d'Abidjan, Bamako et Lusaka, qui ne rêvent plus d'une vie d'immigrés, mais d'une vie où leur continent reprend enfin sa place dans le monde. Le parcours de Traoré est encore long. Les défis sont nombreux, mais la mer, autrefois symbole de distance, est désormais un espace de convergence. La souveraineté, plus que jamais, est dans les mains de ceux qui osent rêver et agir pour un avenir meilleur. L'Afrique regarde l'horizon, non plus comme un espace d'attente, mais comme un terrain d'opportunité et de liberté. L'Afrique, longtemps perçue comme une périphérie du monde, commence à écrire une nouvelle page de son histoire. Aujourd'hui, plus que jamais, la question qui se pose est celle de la coopération. Comment allons-nous, ensemble, façonner l'avenir de notre continent ? Les défis sont nombreux, mais l'espoir est plus fort que jamais. À travers les manœuvres navales du BRICS et les initiatives Sud-Sud, une nouvelle dynamique se dessine. Une dynamique où la solidarité, la coopération et la souveraineté sont les maîtres mots. Il est temps de réfléchir à notre place dans ce monde en constante évolution. Que pouvons-nous, en tant qu'individus, en tant que nation, faire pour soutenir cette vision d'une Afrique libre, unie et souveraine ? Que signifie la coopération pour vous, dans votre quotidien, dans vos choix économiques, politiques et sociaux ? Rejoignez la conversation. Engageons-nous ensemble pour une Afrique qui ne se contente pas d'attendre, mais qui prend son destin en main. Le monde change. Il est temps que nous aussi, nous fassions entendre notre voix.